Merci Christelle pour cette présentation très éclairante et merci pour l'invitation. Anne et moi sommes juristes chez Notre Affaire à tous et on va répondre à la commande de Christelle qui était de commenter la décision de la Cour d'appel du 18 juin et de revenir un peu sur la fabrique de cette affaire. Et donc, pour ce qui est de la répartition entre Anne et moi, on a décidé de faire quelque chose d'assez interactif. Et donc, on réagira l'un à l'autre en fonction de ce qui sera dit. Alors, pour revenir, et donc la présentation est structurée en quatre temps. Premier temps, on va revenir sur la présentation de l'affaire, puis dans un second temps sur les différents obstacles procéduraux qu'on a rencontrés dans ce dossier. Euh, Puis viendra la question de la place des collectivités territoriales dans ce contentieux, et enfin on parlera de ce qu'on a nommé l'acclimatation des acteurs juridiques au contentieux stratégique en matière climatique. Alors pour ce qui est de la présentation de l'affaire, je crois qu'il est utile de rappeler ce qui est la raison d'être originelle de notre affaire à tous. Et pour ce faire, je ne pourrais que redire des légendes urbaines qui m'ont été racontées, puisque je n'étais pas là en 2015 à la création de l'association. Mais l'association a été créée initialement avec deux objectifs qui étaient, premièrement, d'importer l'idée de recourir à la justice pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique, et deuxièmement, de porter directement au sein du système juridique français des recours climatiques, puisque la fondatrice, les fondateurs, étaient déjà convaincus à l'époque de la légitimité et la possibilité de telles actions. Donc, ensuite, une feuille de route a été fixée par Marie Toussaint, donc, qui est la fondatrice de l'association. Euh, et au sein de cette feuille de route, il y avait notamment deux objectifs qui étaient d'obtenir la condamnation de l'État pour inaction climatique et également obtenir la condamnation ou la reconnaissance de la responsabilité climatique d'une entreprise. Donc, pour ce qui est de l'État, c'est déjà fait. Et pour ce qui est de l'entreprise, c'est en cours et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui pour présenter l'affaire Total. Euh, c'est intéressant de voir aussi qu'en termes de temporalité, les deux affaires sont très proches, c'est-à-dire que la pétition en ligne et la demande préalable indemnitaire dans l'affaire du siècle, elle date du 17 décembre 2018. Le recours plein contentieux n'ayant été déposé que le 14 mars 2019. Et pour ce qui est de l'affaire Total Climat, les premières interpellations de l'entreprise datent du mois d'octobre 2018 et mai 2019, avant qu'elle soit finalement assignée le 28 janvier 2020. Donc c'est intéressant de voir qu'alors même que les actions ont été lancées plus ou moins au même moment, l'une a décollé et a donné lieu à des décisions au fond assez rapidement, sans obstacles procéduraux majeurs, alors que l'autre a un peu traîné. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Je le développerai plus tard. Pour ce qui est de la préparation du cas, alors c'est vraiment une affaire qui est un cas de la société civile comme l'affaire du siècle, c'est-à-dire c'est un cas qui a été pensé par des bénévoles et notamment par un en particulier, Paul Moujol, qui n'est pas là, et qui a cru à cette affaire à une époque où peu, voire personne n'y croyait et où il était très compliqué également de trouver des avocats qui acceptaient de nous représenter. C'est finalement le cabinet Seattle Avocat qui a accepté, qui a vu un peu plus loin que d'autres, qui nous représentent dans cette affaire-là. C'est une affaire qui a été préparée aussi à l'aide de rapports d'ONG, comme c'est souvent le cas. Il y a un rapport qui s'appelle Total, la stratégie du chaos climatique, qui avait vocation à mettre en avant les incohérences de la politique climatique de l'entreprise, qui à la fois euh, présentait Total comme un potentiel leader de l'énergie responsable, pour reprendre leurs termes, et de l'autre, on avait une entreprise qui continuait euh, l'expansion fossile à travers le monde. Il y a eu également un benchmark qui a été produit. Donc, le benchmark avait vocation à évaluer la performance climatique d'entreprises du CAC 40. Et l'idée ici, c'est de situer Total par rapport à ses pairs, ce qui est une chose assez importante en matière de due diligence. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la préparation du cas. Euh, on pourra revenir peut-être plus tard dans la discussion sur pourquoi Total et pas d'autres acteurs. Mais ce qu'on peut dire déjà maintenant, c'est que c'est un acteur qui a été identifié très tôt comme problématique
et comme un potentiel défendeur dans ce type de recours stratégique. Il y a un certain nombre d'études qui ont été produites, et notamment concernant Total. Je pense notamment à un article de Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta, qui établissait que l'entreprise savait depuis les années 70 que ces produits avaient un impact nocif sur l'environnement et qui, au lieu de faire évoluer son modèle d'affaires, a choisi d'investir massivement dans le lobbying. Et dernier point avant de laisser la parole à Anne, c'est de dire aussi que si ce contentieux a été possible, c'est parce qu'il y a eu un changement de paradigme lié à l'évolution de la comptabilité carbone. C'est quelque chose qui est assez clair. Euh, Initialement, la comptabilité carbone était surtout réalisée à l'échelle territoriale et des États. Donc, c'était aux États qu'on attribuait les émissions historiques. Et dans les années 2010, grâce à Richard Eddy et le Climate Accountability Institute, on a réussi à attribuer les émissions historiques non plus à des États, mais à des acteurs non étatiques, des entreprises publiques et privées. Et ça a été vraiment une révolution copernicienne, et on le voit très bien aux États-Unis, c'est-à-dire que la première vague de contentieux visait exclusivement les émissions directes des entreprises. Et à partir de 2014, l'autre vague qui a suivi visait désormais les émissions indirectes. Donc ça a été permis aussi par l'évolution de la comptabilité carbone. Merci. Je vais rappeler à présent les grandes étapes de l'affaire judiciaire et ce qui s'est passé en amont. L'affaire, elle a été précédée de plusieurs temps forts. Il y a déjà eu un courrier qui a été envoyé en octobre 2018, dès octobre 2018, à Total Energy, signé par 4 ONG et 13 collectivités territoriales de tous bords politiques. Ce courrier visait à interpeller Total Energy pour dénoncer l'inaction climatique de l'entreprise et déjà la non-conformité de son plan de vigilance publié en 2018. Pourquoi? Parce que ce plan n'évoquait même pas le climat. À la suite de cette interpellation et un nouvel échange par courrier, la coalition a été invitée à rencontrer Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Et la réunion s'est tenue le 18 juin 2019 au siège du groupe, mais aucune solution amiable n'a été trouvée et même certains refus du dialogue. Et c'est la raison pour laquelle l'énergéticien a été mis en demeure euh, le 19 juin 2019 sur le fondement, et on y reviendra, de l'article L225-102-4 du Code de commerce, issu de la loi relative au devoir de vigilance du 27 mars 2017. Quelques mois après, en janvier 2020, la coalition a finalement assigné Total Energy devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Ce recours, il vise à obtenir de Total, sur le fondement de la loi relative au devoir de vigilance, donc un alignement sur une trajectoire de réduction de l'émission de gaz à effet de serre directe et indirecte, comme l'a évoqué Brice, donc on vise aussi les émissions indirectes, compatibles avec une limitation du réchauffement à 1,5 degré sans dépassement. Et ça, c'est conformément au rapport du GIEC et au consensus scientifique sur la question pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et cet objectif-là suppose notamment de réduire très substantiellement la production de gaz et de pétrole de Total Energy. Voilà. Donc, à la suite de cette assignation, il y a eu quelques errements sur la compétence. Pour mémoire, Total Energy a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Et le tribunal judiciaire a rejeté cette exception et décision qui a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles juste avant que le législateur ne tranche finalement définitivement cette difficulté. Désormais, l'article L211-21 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que seul le tribunal judiciaire de Paris peut connaître des actions relatives au devoir de vigilance. Donc voilà, cette première étape s'est ainsi clôturée. Et puis, en 2022, de nouvelles collectivités se sont jointes à la procédure en intervention volontaire. Et in fine, de nouveaux incidents ont encore été soulevés. Et l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2023, qui avait conclu à l'irrecevabilité de l'action tant des ONG que des collectivités territoriales, a finalement été annulée
par la Cour d'appel de Paris, la chambre 5-12 de la Cour d'appel de Paris, le 18 juin dernier. Voilà où nous en sommes. Mais Brice, je te laisse peut-être expliquer davantage l'objet de notre intervention. Oui. Alors, l'objet de notre intervention est un peu complexe parce que il s'agit de réagir à une décision de procédure qui a été donc rendue par la Cour d'appel de Paris sur des éléments qui sont principalement assez idiomatiques, parce qu'ils renvoient en fait à la loi française sur le devoir de vigilance qui n'a pas d'équivalent en France. Donc si on se limitait à commenter cette décision comme elle a été commentée et comme elle sera commentée dans le futur, simplement dans un contexte franco-français et sous langue procédurale, je pense que ce ne serait pas forcément pertinent au regard de la thématique du séminaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la commenter, cette décision, l'analyser, en la replaçant dans le contexte plus global des contentieux climatiques. Puisqu'effectivement, s'il y a des éléments idiomatiques, il y a aussi des éléments plus traditionnels, notamment sur l'intérêt à agir des collectivités, qui parleront davantage aux, aux spécialistes de contentieux climatiques. Donc cette décision, pourquoi est-ce qu'elle est importante lorsqu'on regarde un peu ce qui se fait dans le monde? Elle est importante parce que globalement, il y a un rejet massif des actions climatiques, en tout cas en atténuation du type de celles qu'on a lancées, à l'encontre des entreprises. Quand on regarde aux États-Unis, il n'y a aucune action indemnitaire de cette nature qui a été jugée recevable. De même, en Allemagne, pour des recours plutôt préventifs, ces actions qui visaient des constructeurs automobiles ont été jugées irrecevables. Et je crois que c'est un bon indicateur, puisque lorsqu'on regarde le nombre de cas qu'il y a dans le monde, il y en a plus de 2600. Plus de la moitié ont été rendus aux États-Unis. Et ensuite, le pays qui vient ensuite, c'est le Royaume-Uni avec 139 cas, le Brésil avec 82 cas et l'Allemagne avec 60 cas. Donc pour les recours qui nous intéressent, le cas de l'Allemagne et des États-Unis donne un bon ressenti sur la réception de ce type d'action par les systèmes juridiques. Et on voit que globalement, il y a un rejet. Et à côté de ces rejets-là, pour ce qui est encore une fois des actions d'atténuation, donc je ne parlerai pas des actions type greenwashing ou encore des actions d'adaptation, on n'a aujourd'hui que trois précédents. Le premier, c'est évidemment dans le cadre de l'affaire Shell, la décision du 26 mai 2021, euh, où là, quand on regarde attentivement la décision, mais également les écritures des avocats de Shell, on se rend compte qu'il n'y avait pas de souci lié à la recevabilité de l'action. C'était vraiment un sujet anecdotique. Et ce, alors même que le Code civil néerlandais, en ce qui concerne les actions collectives, prévoit également une obligation de mise en demeure préalable. De la même manière que la loi française prévoit également qu'on doit mettre en demeure préalablement l'entreprise avant de pouvoir la signer. Donc, alors même qu'on avait des conditions procédurales identiques, on a eu une appréciation différente qui a été faite par le juge néerlandais ne retenant pas une appréciation, on va dire, une forme de formalisme très excessif en matière de recevabilité et jugeant en fait que l'interpellation contenue dans la mise en demeure était suffisante dès lors qu'elle indiquait clairement aux débiteurs les manquements des obligations auxquelles il était sommé de se conformer. C'était pour le premier précédent, qui est un précédent vraiment fondateur, puisque au-delà de la recevabilité, on a également une décision au fond. Pour ce qui est du deuxième précédent, il faut se diriger dans les pays de common law, et plus précisément en Nouvelle-Zélande, avec l'affaire Smith versus Fonterra, qui a un recours original, puisque c'est un recours préventif. Donc, il n'y a pas de demande indemnitaire. Et ça, pour les pays de common law, c'est quelque chose qui est extrêmement original. Donc, ce recours vise 7 sociétés néo-zélandaises qui comptent pour environ un tiers des émissions reportées du pays et qui demandent, en fait, qui visent à demander aux juges d'enjoindre les entreprises à plafonner leurs émissions à court, moyen, long terme et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire leurs émissions et contribuer donc à la réussite de l'accord de Paris. Donc cette décision, elle est extrêmement intéressante parce que, à nouveau, elle a jugé cette action qui est recevable. Donc on aura prochainement une décision au fond dans cette affaire. Et le troisième et dernier précédent, c'est celui de l'affaire Total Climat dont on va vous parler aujourd'hui. C'est pour ça que cette affaire est extrêmement importante. Et je finirai juste sur un point de vigilance, c'est que les acquis judiciaires qu'on a obtenus aujourd'hui
sont assez précaires. C'est-à-dire que ce qu'on a obtenu aujourd'hui peut être retiré demain, et je crois que les États-Unis, c'est un très bon exemple, avec aujourd'hui le revirement de la jurisprudence Chevron. Mais plus proche de nous, on a également des exemples très clairs aux Pays-Bas, qu'on peut décrire un peu comme la terre sainte du contentieux climatique. On voit que le gouvernement récemment élu a annoncé qu'il souhaitait limiter l'accès des ONG à la justice. Et avant ça, lorsqu'on lisait le manifesto du PVV, donc le parti de Geert Wilders qui arrivait premier lors des élections législatives, il y avait une disposition particulière dans le manifesto qui disait que le parti s'engage à arrêter tout financement aux subventions publiques de toutes sortes de clubs gauchistes tels que les Amis de la Terre. Donc je crois qu'au regard du contexte politique français, c'est un rappel qui est utile. Alors, pour revenir un peu plus en détail sur le choix du fondement dans l'affaire Total Climat, il faut peut-être rappeler que dans les contentieux climatiques, un des prérequis est de chercher la voie idoine, ce qui est loin d'être aisé, euh, parce qu'au-delà des obstacles procéduraux, qui sont nombreux, il faut trouver, et on y reviendra, il faut trouver un fondement susceptible d'obtenir le résultat recherché. En l'occurrence, dans notre affaire Total Climat, l'alignement d'un acteur privé sur une trajectoire de réduction des émissions permettant de s'assurer que la limite du réchauffement climatique à 1,5 degré ne sera pas franchie conformément au consensus scientifique. Alors, la question du fondement adéquat, c'est une question qui qui a beaucoup retenu mon attention dans le cadre de mes travaux de thèse. Je suis longuement interrogée sur les potentialités du droit français de la responsabilité civile dans les contentieux climatiques. En 2012, au moment où j'ai commencé mes travaux de recherche, à l'époque, il n'y avait que la doctrine anglo-saxonne sur la tort law et la notion de private et de public nuisance sur cette question-là de la responsabilité des acteurs privés. Il y avait déjà eu une vague de contentieux, mais très peu fournie par rapport à ce qu'on connaît depuis 2014-2015, visant notamment des acteurs privés. L'affaire RWE en Allemagne, qui repose sur un fondement proche des troubles anormaux de voisinage, a été la première en Europe à l'encontre d'un acteur privé. Et c'est finalement la loi nouvelle du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance qui a inspiré le premier contentieux climatique en France contre une entreprise, donc l'affaire Total Climat, à la même époque où Milieu Defensie a signé Shell sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile aux Pays-Bas. Donc, pour être plus précis, l'affaire Total Climat, elle est non seulement fondée sur la loi devoir de vigilance, mais également à titre complémentaire, et c'est important, sur l'article 1252 du Code civil. C'est aussi un fondement relativement nouveau, puisque cet article il a été introduit par la loi biodiversité du 8 août 2016. Et je ferai une petite parenthèse, le recours au préjudice écologique en matière climatique, c'est vraiment une marque de fabrique, si j'ose dire, des contentieux climatiques de NAT, de notre affaire à tous, parce qu'il a été exploité dans l'affaire du siècle et dans l'affaire BNP aussi, qui sont deux autres contentieux qui sont très importants pour l'association. Et ici, contrairement à l'affaire du siècle, ce n'est pas la réparation du préjudice qui est recherchée, mais la cessation de l'aggravation du préjudice écologique généré par la faute de vigilance. Donc voilà, donc ce double fondement est assez, voilà, et ce qui a été exploré dans l'affaire Total Climat. Alors maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de notre intervention et détailler un peu plus les obstacles, les nombreux obstacles que l'affaire a rencontrés. Beaucoup d'obstacles procéduraux ont été opposés dans l'affaire Total Climat. On en a dit quelques mots et donc je vois la question dans le chat, mais du coup, on va revenir plus en détail sur les incidents qui ont été soulevés. Donc j'ai déjà évoqué l'enjeu de la compétence. Mais d'autres incidents ont aussi été soulevés. Peut-être faut-il préciser à titre préalable que ce n'est pas propre au contentieux climatique, mais plus généralement à la loi devoir de vigilance, puisque l'affaire Total Climat était une des deux premières affaires introduites sur le fondement de la loi de devoir de vigilance, avec l'affaire Total Ganda. Et ces deux affaires ont essuyé quelques plâtres du fait des incertitudes procédurales euh, qui perdurait à la lecture de l'article L225-102-4. Voilà, donc les entreprises se sont un petit peu engouffrées dans cette voie. Si on fait le bilan des affaires fondées sur le devoir de vigilance,
Il n'y a guère que dans l'affaire La Poste que des incidents n'ont pas été soulevés pour l'application de l'article L225-102-4. Et il n'est pas certain que ça a été volontaire de la part de la partie défenderesse dans cette affaire. Voilà. Et pour ce qui est de l'affaire Total Climat en particulier, certains des incidents qui ont été soulevés étaient presque, j'irais jusqu'à dire, enfin, c'était presque de la mauvaise foi. Total Energy a ainsi soulevé la disparition de l'objet de l'action des demanderesses parce que Total Energy avait publié un autre plan de vigilance en 2020, ce qui privait, selon la défenderesse, l'instance d'objet. Alors, fort heureusement, cet incident a été abandonné en cause d'appel, mais néanmoins, ça a nécessité quand même un argumentaire sur cette question. Est-ce que le fait de publier un nouveau plan rend caduque l'action en justice? Bon, ben voilà, non. Total Energy a également pu se prévaloir de l'ordonnance Total Ouganda pour demander l'irrecevabilité des demandes, faute pour les demanderesses d'avoir respecté l'obligation de mise en demeure préalable qui est posée par l'article L225-102-4. En fait, ce que Total Energy soutenait, c'est que la lettre de mise en demeure n'était pas suffisamment précise et que Total Energy n'avait pas été mis en mesure de comprendre ce que la coalition, donc les ONG et les collectivités territoriales, lui demandaient dans le cadre de son plan de vigilance. Entre autres, hein, il y avait aussi cette question de quelle devait être la place du dialogue et des échanges entre les parties dans le cadre, enfin après la mise en demeure. Donc voilà, beaucoup de questions ont été posées sur le rôle qui devait être réservé à la mise en demeure. Voilà. Total Energy avait également soulevé l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article 1252 du Code civil parce que ces demandes étaient trop proches des demandes fondées sur l'article L225-102-4, trop proches, identiques. Donc voilà, ces incidents, enfin voilà, ces trois séries d'incidents ont été soulevés en octobre 2022, ce qui a entraîné une nouvelle phase de la procédure et ce qui a conduit les requérants à développer un certain nombre de stratégies. Je laisse Brice vous en dire quelques mots. Oui, c'est vrai que face à ces péripéties procédurales, on reste pas inactif. Il y a des choses qui ne sont pas visibles du coup pour les personnes qui ne sont pas dans le cas, mais on a réagi. Donc il y a une dimension stratégique au stade de la préparation du cas, mais également une dimension stratégique au stade où l'action est lancée et donc au niveau de la réaction face aux différents obstacles qui nous sont opposés. Et donc, ce qu'on a fait, qui a été rendu public lors de l'audience du coup le 5 mars dernier, c'est que dans la mesure où on nous a expliqué que notre mise en demeure n'était pas valable, on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'il n'est pas possible de régulariser en envoyant une nouvelle mise en demeure? Bon, a priori, ce n'était pas possible. Si on lisait la décision et on la prenait au mot, mais on s'est dit, si ce n'est pas possible, c'est quand même intéressant de mettre le juge face à ses responsabilités et de lui montrer l'absurdité de la situation. Puisque ce qui nous était opposé, c'était de dire aussi que non seulement la mise en demeure n'était pas suffisamment précise, mais en plus, l'objet de l'action aurait disparu dans la mesure où l'entreprise aurait publié depuis de nouveaux plans. Et donc, quelque part, cette décision du tribunal judiciaire de Paris, elle rendrait inopérationnelle la loi devoir de vigilance, puisqu'il suffisait finalement à l'entreprise de publier un nouveau plan chaque année pour échapper à tout examen au fond. Et quand on voit le temps que prennent ces actions, c'était vraiment condamner la loi. Donc face à ça, nous, on a réagi, on a renvoyé une nouvelle mise en demeure. Sur le dernier plan, on l'a joint cette mise en demeure au dossier. Bon, finalement, ça n'a pas été utile puisque la Cour d'appel a tranché et dit qu'il n'y avait pas d'exigence d'identité et qu'il n'y avait pas non plus disparition de l'objet du litige suite à la publication d'un nouveau plan. Il faut savoir qu'il y avait d'autres options également qui étaient sur la table. On s'était également demandé s'il n'était pas pertinent de faire une demande d'avis à la Cour de cassation. Alors, ce n'est pas une compétence ou une faculté des parties, c'est une compétence propre du juge qui est soumise à son pouvoir discrétionnaire, mais on peut lui demander de poser une question de droit. Et en l'occurrence, au regard de la situation dans laquelle on était, donc une question de droit nouvelle, sur un sujet complexe, qui allait se poser dans plusieurs cas, on a estimé que ça pouvait être une option assez intéressante. Donc finalement, ce n'est pas une voie qu'on a empruntée, nous, mais ailleurs, en Italie, c'est un choix qu'ils ont fait. En Italie, ils ont une action contre l'État, donc qui est l'équivalent un peu de l'affaire du siècle, et une action contre une major qui est Eni.
Et en décembre dernier, le tribunal civil de Rome a estimé qu'il était incompétent sur les questions climatiques. Et quand il disait qu'il était incompétent, il disait en fait que le juge civil était incompétent, puisqu'il soulevait des arguments de principe liés à la complexité de la question climatique, à la séparation des pouvoirs, au domaine réservé aux politiques. Et donc, il a tout simplement rejeté la requête. Alors, les parties ont fait appel, mais euh, les requérants dans l'affaire Ennis se sont dit, en fait, on est devant la même juridiction, a priori, la même jurisprudence devrait nous être appliquée. Donc, on va anticiper cette difficulté-là et on va se servir d'une disposition qu'offre le Code de procédure civile italien, qui permet, pour éviter en fait les conflits de compétences, de juridiction, de saisir la Cour de cassation d'une question de droit sur donc, les questions de compétences juridictionnelles. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment les juristes stratèges réagissent face aux différents obstacles qui leur sont donc présentés. Oui, alors plus généralement, je voulais insister sur le fait que l'affaire Total Climat est le révélateur du problème qui n'est pas nouveau du temps de la justice française. Pour mémoire, l'action contre Shell aux Pays-Bas a été introduite au même moment, en avril 2019, et la première décision a été rendue le 26 mai 2021, une décision qui a été qualifiée à raison d'historique, et une décision d'appel au fond est attendue à l'automne. Et puis, on rappellera aussi que les moyens ne sont pas les mêmes, que dans ce dossier, les requérants ont eu plusieurs jours d'audience. Voilà. Donc, en arrière-plan, il y a la question des moyens qu'on est prêt à mettre pour statuer sur ce type de dossiers qui sont hors normes. Nous voulions aussi souligner que la révision de la procédure civile par un décret du 11 décembre 2019 a entraîné un allongement des procédures assez incroyable pour de nombreux dossiers, et dont l'affaire Total Climat. Et c'est en fait ce texte qui a fait en partie exploser les délais de procédure. Alors, le législateur vient heureusement, fort heureusement, de rétropédaler par un décret dit Magicobus 1 du 3 juillet dernier, donc il y a un petit peu plus d'une semaine, et qui clarifie le régime des fins de non-recevoir dans le Code de procédure civile. Il assouplit le traitement procédural des fins de recevoir par le juge de la mise en état. Il n'est pas tenu de renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant... Enfin, il n'est pas tenu, pardon, de statuer dessus. Il peut renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement, et notamment quand ces fins de non-recevoir sont un peu complexes. Il modifie aussi la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat. Donc, c'est intéressant parce que dans notre cas, on a eu une décision d'irrecevabilité complète, mais si ça n'avait pas été le cas, il aurait été possible d'aller au fond directement sans que Total Énergie puisse faire appel de la décision immédiatement. Voilà. Donc, voilà, cette réforme, on l'espère, pourra, cette réforme et les décisions du 18 juin dernier permettront sans doute, dans les contentieux fondés sur la loi devoir de vigilance, d'éviter ces délais de procédure très, très longs. Alors, au-delà de cette question de la procédure et des incidents qui ont été soulevés, et de l'incidence que ça a eu sur les délais de procédure. On voulait aussi faire un lien avec les mesures provisoires qui avaient été demandées dans notre dossier, mais aussi dans un autre dossier, l'affaire EDF, qui a donné lieu à une autre décision du 18 juin, et qui pose en arrière-plan la question de l'articulation entre l'urgence climatique et la procédure civile, voilà, française notamment. Le juge ne s'est pas prononcé, le juge d'appel ne s'est pas prononcé sur nos mesures provisoires pour des raisons procédurales. Ces mesures, elles n'ont pas été jugées susceptibles d'un appel immédiat parce que le juge de la mise en état les avait implicitement rejetées. Et pour des raisons procédurales, il n'était pas possible de faire un appel de la décision sur ce point. Il était uniquement possible de former un appel sur la recevabilité de l'action. Bref, donc on n'a pas eu de réponse sur ce point, sachant que nous
nous avions formé des demandes de mesures provisoires fondées sur l'urgence climatique. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, plus généralement, il y a un sujet dans le cadre des contentieux fondés sur le devoir de vigilance, mais ce qu'on peut comprendre de la décision EDF, et je m'y attarderai pas parce que ça dépasse la compréhension, enfin, les développements qu'on veut consacrer aujourd'hui au contentieux climatique. Mais dans des contentieux fondés sur la loi de devoir de vigilance, enfin, il y a une incertitude sur ce que signifie très précisément l'arrêt rendu dans l'affaire EDF. Mais on peut penser que si le juge enfin, si les demandes avaient été formées un peu différemment, le juge aurait peut-être pu y faire droit. Néanmoins, il y a quand même toujours cette question de l'urgence climatique qui est en arrière-plan des contentieux climatiques, surtout quand on a des délais aussi longs que ceux de la procédure civile française. Et je laisse Brice ajouter quelques éléments sur l'affaire Agostinho. Oui, très rapidement, en fait, quand on a fait ces demandes provisoires à titre conservatoire, on ne pensait pas sérieusement qu'on obtiendrait gain de cause, mais c'était important pour nous de forcer le juge à se positionner sur la question de comment est-ce qu'on articule à la fois la longueur du temps judiciaire, les différentes exigences procédurales qui nous sont imposées et l'urgence climatique. Et c'est un peu effectivement la même question qui se posait dans l'affaire Duarte-Agostino, où dans le cadre de cette action devant la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants sont passés outre la condition liée à l'épuisement de tous les recours internes en justifiant en fait de l'urgence climatique. Et ce qui était demandé en réalité à la Cour, c'était de faire évoluer euh, son règlement et donc ses conditions de recevabilité par voie jurisprudentielle en le justifiant par l'urgence climatique. Et donc c'est important, je pense que c'est important que les juges se positionnent sur cette question-là, notamment en matière civile, sur comment est-ce qu'on fait pour articuler, au-delà des questions de référé, comment est-ce qu'on fait pour euh, prioriser ou s'adapter à l'urgence de ces questions. Alors très rapidement parce que je vois que le temps qui nous est imparti est expiré peut-être. Sur la place des collectivités dans le contentieux, il faut rappeler que c'est un des éléments de singularité de ce recours par rapport aux autres en Europe, parce qu'il associe les collectivités impactées qui ont été parties à la procédure dès le départ, hein. Je rappelle le courrier de 2018. Parmi les signataires, enfin, il y avait les collectivités. Elles ont participé aussi à une réunion donc avec le dirigeant de Total Energy en 2019. Elles ont toujours été là. Et on peut faire un parallèle avec les procédures américaines. C'est un élément de singularité en Europe, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Les collectivités sont parties à de très nombreux contentieux climatiques. Euh, le dernier rapport du Grantham Institute, publié il y a quelques semaines, a montré, enfin, a donné comme information qu'une vingtaine de nouveaux contentieux ont été introduits par des collectivités à l'encontre de majors rien qu'en 2023. Donc, de très nombreux contentieux sont menés par des États et des collectivités américaines. Ce n'est pas le cas en Europe. Dans l'affaire Total Energy, la difficulté qu'on a rencontrée dans l'arrêt du 18 juin, et c'est une déception, c'est que la Cour, ayant eu à se prononcer sur l'intérêt à agir des collectivités territoriales ayant assigné la société, a jugé que leur action était irrecevable, aussi bien sur le fondement de la loi vigilance que sur le fondement de l'article 1248. Pourquoi? Parce que selon la Cour, les collectivités n'auraient pas suffisamment démontré l'existence d'une atteinte ou d'un retentissement particulier du réchauffement climatique sur leur territoire, ou au plan de l'article 1248, elles n'auraient pas justifié de leur intérêt à agir en justifiant d'un dommage écologique affectant spécifiquement le territoire. Il y avait quand même beaucoup de preuves qui avaient été apportées pour démontrer justement ce caractère particulier, enfin, cette atteinte particulière qui avait été portée aux collectivités territoriales. Donc, c'est une appréciation qui est sévère. Et la Cour a notamment relevé que l'action entreprise a pour objet un intérêt public global qui excède le simple intérêt local dont les communes doivent justifier pour être recevables à agir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain équilibre qui a été recherché parce que la Cour n'ouvre pas très largement l'action judiciaire aux collectivités territoriales, elle refuse l'action popularis, mais elle ne ferme pas non plus la porte au droit d'agir des collectivités en matière climatique.
Et la ville de Paris s'est d'ailleurs vue reconnaître un intérêt à intervenir dans la présente espèce, à l'image de la décision rendue d'ailleurs par le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe. Voilà, et on peut faire rapidement un parallèle de cette décision du 18 juin avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 avril 2024 dans l'affaire Climat Seniorinon. Parce que dans cette affaire-là, il y a cette recherche d'équilibre entre l'axio popularis et l'ouverture de la voie au contentieux climatique. Et on sent que dans l'arrêt du 18 juin, c'est ce qui a été au cœur des préoccupations du juge sur cette question-là. Voilà. Dernier point, très rapide et en guise de conclusion, nous voulions aussi souligner que les acteurs juridiques se sont saisis de ces nouveaux contentieux. D'abord, les juges sont montés en compétence en quelques années. Donc, quelque part, il a fallu ce temps d'acclimatation entre 2019 et aujourd'hui. Des formations ont été créées à l'ENM, une chambre spécifique a été créée au sein de la Cour d'appel de Paris, la chambre 5-12 au début de l'année. Et la création de cette chambre participe de ce mouvement de montée en compétence des magistrats qui ont à connaître de ces litiges complexes. Et on voudrait souligner aussi que la doctrine a répondu présente sur la compétence d'abord, puis sur l'ordonnance du JME du 5 juillet 2023, qui faisait suite à deux autres ordonnances critiquées. La doctrine a été voilà, a été très importante pour faire prendre conscience du caractère inopportun de certains aspects des décisions, des premières décisions rendues sur le fondement de la loi de devoir de vigilance, ce qui a contribué à la décision favorable du 18 juin. Merci à vous pour cette présentation en duo. Vous cochez beaucoup de cases, beaucoup d'éléments sont portés là à la connaissance de tous et je suis sûre qu'un certain nombre de questions vont vous être posées. Alors, pour enchaîner, vu le temps, je laisse la parole à Aymeric de suite qui va nous présenter l'affaire Total Criminal et qui n'est pas évidemment au même niveau, mais qui là aussi appelle discussion, notamment sur les fondements, et je lui laisse la parole, notamment, est-ce que du coup tu arrives à te connecter sur le partage d'écran? Je vois pas ton document encore. N'hésite pas à le... Partager tout de suite. Voilà. Excuse-moi, Christelle, j'en profite juste pour poser une question à, à Anne et Brice. Est-ce que il y a déjà un pourvoi ou pas contre la décision? On en est où du point de vue de la procédure? Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est en cours de réflexion. Donc, c'est pas. Donc, nous, on ne représente pas les collectivités. Donc, nous, on ne va pas former un pourvoi, évidemment. Ouais, je parlais plutôt total, de l'autre côté. Oui, dans l'affaire Total. Oui, bah, du côté des collectivités ou j'ai pas compris? Non, non, du côté de l'entreprise. Non, Total ne peut pas former un pourvoi en cassation. D'accord. Voilà. Donc ça, on est sûr que on va pouvoir aller au fond. Euh, voilà. Et il y a la question du cas des collectivités territoriales. Donc Total ne pourra pas contester, c'est une raison procédurale, mais il faudra attendre qu'il y ait une décision au fond et il pourra à nouveau critiquer la recevabilité de l'action à ce moment-là. Donc dans longtemps. D'accord. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les décisions prises là font jurisprudence ou pas? En matière, en tout cas, d'intérêt à agir. Ah oui, très clairement. Oui, oui. Ok. Je me demandais s'il fallait rester prudent ou pas, en fait. Bah, Brice, tu peux peut-être ajouter quelque chose? Brice est toujours plus prudent que moi. Non, non, ce que tu as dit est très clair. A priori, cette décision, elle va rester un moment, quoi. Il n'y aura pas d'accès à la cassation tout de suite. D'accord. Donc, il est impossible qu'un juge prenne une autre décision sur une autre affaire. Le TJ peut se transformer en tête brûlée et décider de faire autrement, hein. Tout est possible. Ok, je vous laisse continuer. Merci. Aymeric, on te laisse la parole. Merci beaucoup, merci Christelle pour ce séminaire et cette opportunité de discussion aujourd'hui.
Donc effectivement, le cas que je vais présenter, donc c'est le cas qui a été porté par à l'initiative de Bloom avec des autres ONG et donc des coplaignants personnes physiques, on y reviendra. Comme tu le disais, Christelle, mais je le reprécise, c'est effectivement un cas qui n'est absolument pas au même stade procédural et d'avancement, puisque donc, la plainte a été déposée récemment, le 21 mai. Donc l'idée ici, comme c'était évoqué au début, ça va être voilà, de faire une présentation un peu générale de ce qui a initié cette action, la façon dont ça s'est passé et ce jusqu'au dépôt. Du coup, rapidement, à titre liminaire, donc, pour situer aussi Bloom, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Bloom, c'est donc une ONG qui a été fondée il y a une vingtaine d'années maintenant, 20 ans tout juste en réalité, dont l'objet et dont le champ d'action qu'on consiste en fait à œuvrer pour donc, la défense du climat, des océans et des pêcheurs artisans. Je précise ça dans la mesure où initialement et majoritairement le champ d'action de Bloom porte sur les océans et sur la pêche. Donc cette action, ce contentieux climatique tel qu'il est présenté, non directement centré sur les océans et sur la pêche industrielle en réalité, donc, était quelque chose d'assez novateur chez Bloom. Voilà. En ce qui concerne la chronologie, pour situer un peu dans le temps cette action, en réalité, l'idée et les premières réflexions ont eu lieu en 2022 sur une thématique et un angle un petit peu différent, puisque l'idée a germé à l'initiative de discussion avec une ONG sud-africaine, The Green Connection, qui à l'époque en fait, se bat encore contre un projet, des projets offshore de Total, implantés donc, dans des corridors de biodiversité extrêmement importants et dont les projets mettaient donc directement en danger en fait, ces espaces-là. Donc Bloom s'est d'abord intéressé aux questions de projet, à la question des projets de Total via ces échanges-là et sur la base de ces projets. Donc une action qui était initialement pensée au regard d'un projet en particulier, qui en définitive a aussi, compte tenu d'expériences passées d'autres actions, a un peu évolué pour avoir une approche davantage systémique. Donc on a délaissé finalement l'approche par projet pour opter sur une approche plus systémique et plus globale, et donc interroger et questionner la responsabilité totale au regard du changement climatique, donc pour l'ensemble de ces actions. Donc, cette plainte a été déposée donc, le 21 mai 2024. Donc, la temporalité dans laquelle on a travaillé était en réalité assez courte. On verra ensuite donc, ce qui va en découler. Et en tous les cas, donc, il y a une troisième étape à anticiper ou à prévoir ou en tous les cas à penser, effectivement, qui consiste plus globalement à la question des réflexions politiques et juridiques relatives au droit pénal climatique, donc, qui sous-tend en réalité toute cette action. En ce qui concerne donc, les objectifs principaux, essentiels, en réalité assez évidents de cette action, donc c'est évidemment de faire reconnaître la responsabilité pénale de Total au regard de sa part contributive aux effets du changement climatique. Je précise ça, même si c'est certainement, ça coule un peu de source, mais c'est vraiment la question et c'est ce qui a en fait irrigué la plainte, et c'est un peu le degré de détail qui est absolument nécessaire dans ces affaires-là. C'est vraiment interroger la part de responsabilité totale dès lors qu'on est dans des phénomènes qui sont globaux, avec des acteurs divers et multiples. Mais il y a une nécessité de dépasser en fait ces difficultés inhérentes à ces actions plus systémiques pour malgré tout faire interroger, y compris sur le plan pénal, la responsabilité individuelle de ces acteurs au regard de conséquences qui sont globales et diffuses. Ça implique, et c'était encore une fois ici une ligne qui a sous-tendu l'ensemble de la plainte et du travail, ça a impliqué de travailler avec donc la science de l'attribution pour vraiment pouvoir analyser les événements qui ont été mis en exergue, qui ont été mobilisés, donc les événements climatiques extrêmes imputables au réchauffement climatique, pour avoir ce niveau de détail, de démonstration suffisant. La science de l'attribution, j'en dis 2 mots assez rapides. Donc, c'est un nouveau pan de la science relativement nouveau, qui a une vingtaine d'années
environ, qui vise précisément en fait à faire le lien entre des événements climatiques dits extrêmes et le changement climatique. Donc la façon dont travaillent ces scientifiques, travaillent en collectant les données et en établissant des modèles, donc des modèles type constatant avec les effets du changement et du réchauffement climatique, et des modèles hypothétiques sans réchauffement climatique, pour ensuite pouvoir évaluer en fait les différences observables de fréquence notamment et d'intensité sur les événements donnés. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement utile en la matière. Donc, il y a des méthodes et des modèles d'études qui sont implémentés, qui sont testés, qui évoluent pour pouvoir voilà, ensuite arriver à des chiffrages ou à des études permettant de dire que tel événement a été rendu X fois plus intense ou X fois plus probable compte tenu du réchauffement climatique. Et le troisième point qui est à signifier, c'est aussi donc la nécessité et la volonté de pouvoir avoir une représentativité mondiale des effets du changement climatique et des personnes impactées par le réchauffement climatique. Donc, ce qui inscrit cette action dans une dimension euh, globale, y compris compte tenu des personnes qui nous ont suivis et qui sont donc les coplaignants, puisqu'on a des coplaignants répartis sur l'ensemble des continents pour différentes typologies d'événements. Donc ça, on y reviendra également un petit peu plus tard. Donc j'en ai déjà dit ou esquissé quelques mots en réalité juste avant, mais je voulais revenir aussi sur l'organisation et sur la façon dont on a donc non plus pensé, on en a déjà un peu parlé, mais structuré et travaillé sur cette plainte, cette plainte. Donc il y a trois dimensions en fait qui sont articulées, qui ont été articulées tout au long de ce travail. Donc d'abord une dimension scientifique, comme je l'évoquais. En réalité, on a dans ce cadre-là travaillé donc avec une dizaine de scientifiques de l'attribution sur des spécialités différentes, puisqu'on retrouve dans ce pan de la science différents types de spécialités. Donc notamment, Yamina Saeb, donc, qui était une des autrices du GIEC, et d'autres de différents pays et de différents instituts de recherche. Un des points qui est soulevé et qui est assez intéressant pour faire un peu avoir aussi un retour sur les échanges qu'on a pu avoir avec ces scientifiques. C'est le très fort investissement d'abord de ces personnes dans le cadre de ce cas et globalement leur volonté vraiment clairement démontrée indépendamment des difficultés qui peuvent exister compte tenu des recherches que les uns ou que des postes pardon, que les uns et les autres peuvent occuper, mais une réelle volonté en réalité de travailler, de mettre à profit du coup leurs travaux, leurs recherches et de travailler dans ce cadre-là avec des juristes pour ce type de contentieux, puisque en définitive, et c'est ce qui nous est dit quand on travaille avec eux, c'est que ce nouveau pan de la science existe pour ça. Il y a vraiment pour ça, en tous les cas, pour un certain nombre de scientifiques, c'est vraiment la mise en pratique de leur recherche qui est possible dans le cadre de ces contentieux. Donc voilà, simplement souligner je pense que c'est assez important, le fait que les scientifiques répondent, ont en tout cas largement répondu dans le cadre des contributions qu'on a pu leur demander et des échanges qu'on a eus au cours de cette année et demie en réalité. Donc, c'est des relations, encore une fois, qui sont ici très, très utiles et très précieuses dans ces contentieux techniques et qui nécessitent nécessairement de faire le pan, de faire des liens entre donc, la science et le droit pour pouvoir arriver à des résultats et des écritures qui soient suffisamment précises. Le deuxième terrain, la deuxième dimension, c'est évidemment, sans surprise, la dimension juridique, où la question qui se pose ici, et c'est ce qui était évoqué précédemment, c'est effectivement la bonne voie, le bon fondement, le fondement idoine, comme le disait très justement Anne. Dans ce cadre-là, donc dans la matière, dans le domaine dans lequel on se situait, donc en droit pénal, il y avait aussi la nécessité de prendre en compte les difficultés inhérentes à la matière pénale, notamment à la dimension stricte du droit pénal dans l'interprétation des textes. Aussi au fait que, contrairement au cas qui a été précédemment discuté, on ne s'inscrivait pas ici dans une situation où on venait utiliser de nouveaux outils, de nouveaux leviers juridiques. Donc, on a finalement puisé dans l'arsenal pénal au regard du droit existant précédemment.
Et une des difficultés qu'on rencontre nécessairement dans ce cadre-là, outre les difficultés, comme on l'évoquait, propres à la matière pénale en tant que telle, c'est le fait qu'un certain nombre d'infractions, en réalité toutes les infractions, en tout cas celles qu'on a mobilisées, ne sont pas initialement conçues pour ce type de situation, pour ces cas ou climatiques ou ces cas globaux. Donc, il y a nécessairement ici une nécessité, et c'est aussi le parti pris qui est fait de venir mobiliser des infractions qui, au cas présent, sont toutes délictuelles, dans un champ qui n'est pas nécessairement celui dans lequel il est classiquement utilisé. Ce qui constitue évidemment une difficulté qui n'est absolument pas niée, mais dont il faut absolument avoir conscience. Mais c'est un des enjeux, en tout cas en l'état actuel du droit pénal, c'est un des enjeux et une des difficultés évidentes. Le troisième point qui est évoqué, c'est celui de la coordination dans ce type de cas. Donc, il y a une réflexion inter-ONG qui a été menée avec des échanges avec différentes ONG qui travaillent sur ces problématiques, y compris sur différents volets, donc notamment NAT. Et également un travail de coordination qui a été mené dans la finalité donc d'identifier les différents plaignants, donc personnes physiques qui ici ont porté plainte avec nous et donc sont co-plaignants. Donc là, il y a eu un vrai travail de mapping qui s'est fait en réalité sur une logique euh, sur le plan. Donc j'ai un discours qui est purement dans le cadre de l'analyse de la plainte. Je fais abstraction du reste, mais donc un mapping qui a d'abord impliqué en fait, d'identifier les événements climatiques extrêmes susceptibles d'être suffisamment porteurs sur le terrain contentieux. J'entends par là qu'il fallait un des points importants auxquels on a attaché le plus possible de se tenir, c'était d'avoir des événements climatiques qui ont fait précisément euh, euh, objet d'études d'attribution, donc qui ont été analysés, qui ont été étudiés par la science de l'attribution, et donc pour lesquels on a finalement un ensemble de travaux scientifiques qui permet d'avoir une analyse fine de l'événement et du coup des réponses quant à effectivement son attribution effective aux effets du changement climatique. Et dès lors que cette identification d'événements était faite, il y avait donc un second temps d'identification qui consistait à pouvoir identifier les co-plaignants, différentes victimes qui étaient susceptibles d'accepter et de vouloir porter cette action à nos côtés. Et donc, à ce sujet-là, une autre précision, au même titre que celle qui avait été faite en ce qui concerne les scientifiques. Les retours qu'on a eus et qu'on a constatés, c'est indépendamment des difficultés propres à ce type d'affaires et aux difficultés, y compris pénales, qui étaient systématiquement, évidemment, rappelées et mis en avant avec les différentes personnes avec qui on discutait pour pointer l'aléa judiciaire dans ce cadre d'événements. On parle ici de personnes qui ont quand même du coup été victimes directement ou indirectement, mais qui en tous les cas, voilà, c'est des choses qui sont assez traumatiques, qui ne laissent évidemment pas indemnes. Donc il y a aussi une réelle nécessité de prendre en compte cet élément-là pour ces personnes-là. Tout ça pour dire que, indépendamment donc, de ce passif émotionnel important pour ces personnes-là et des aléas juridiques propres à cette action, de la même façon, il y avait, en tout cas, il y a eu une véritable volonté de s'inscrire dans ces actions et donc une personne qui était fortement demandée en fait, de pouvoir participer et donc, en définitive, de mettre à profit d'une certaine façon ce qu'ils ont pu vivre dans le cadre de ces actions. Donc, c'est un point qui est assez important. On a notamment donc, des personnes qui ont perdu leur mère suite donc, à la tempête Alex, en l'occurrence, qui sont donc coplaignants, mais qui souhaitent quand même et qui ont aussi largement répondu pour être des coplaignants. Pour revenir maintenant un peu plus sur le fond et donc sur la plainte en tant que telle. Donc, la plainte a été déposée au TJ de Paris au titre donc, des compétences spéciales interrégionales en matière de santé et d'environnement. Donc, elle n'a pas été déposée à Nanterre comme notre plainte. Donc, ça, c'était un choix qui a été fait sur le tribunal judiciaire. En ce qui concerne les infractions mobilisées, donc, comme je le disais, donc, les infractions qui sont délictuelles, donc quatre infractions. La mise en danger de la vie d'autrui, l'homicide involontaire, comme je viens de l'évoquer,
l'abstention de combattre un sinistre et l'atteinte à la biodiversité, donc qui est ici la seule infraction qui ne mobilise pas les personnes coplaignantes, personnes physiques qui sont parties à cette plainte. Donc, comme je le disais effectivement tout à l'heure, ce sont des infractions qui initialement ne sont pas mobilisées dans le cadre de ce type d'action. Certaines d'entre elles ont déjà été mobilisées dans le cadre de la plainte qui avait été visée dans le résumé qu'avait présenté Christelle. Donc elles sont remobilisées ici d'une façon différente et à l'appui des personnes physiques qui sont coplaignantes. Donc les difficultés de fond qui peuvent être rencontrées, elles visent à dépasser en fait les obstacles de qualification de ces infractions. Encore une fois, au regard du fait que elles sont parfois les qualifications sont parfois trop restrictives au regard de ce qui devrait être démontré pour ces cas-là. Mais il y a un véritable travail à faire et donc une véritable volonté de pouvoir démontrer ça et de pouvoir dépasser ces obstacles. L'autre point absolument évident, mais qui doit être souligné, c'est la question du lien de causalité, absolument essentiel ici. Et c'est là où le travail qui est fait avec la question de la science de l'attribution est absolument nécessaire. Donc, dans ce cadre-là, ce qui est aussi un des enjeux essentiels de cette action, c'est précisément d'insister, d'acculturer d'une certaine façon, ça c'est une logique un peu sous-tendue de l'ensemble de ces actions, mais d'acculturer aussi le juge, cette fois pénal, aux questions climatiques, en mobilisant donc, par la voie donc, de l'action de l'attribution en ce qui concerne la causalité, mais y compris en venant démontrer qu'il y a une nécessité donc, de pouvoir mobiliser un certain type d'infraction dans le cadre de ces contentieux climatiques par la voie pénale. Sur les copines, donc c'était rapidement déjà évoqué, mais donc voilà, ce sont vraiment 8 personnes physiques qui donc, situent sur l'ensemble des continents. Donc, il y a une dimension globale dans le cadre de mobilisation des personnes coplaignantes. 2 ONG, donc Nuestro Futuro, une ONG mexicaine, et Alliance Santé Planétaire, donc, qui est une association française, une association en fait de personnes, de spécialistes de la santé, donc de médecins notamment, qui travaillent précisément sur la reconnaissance des effets du changement climatique sur le terrain de la santé. Donc, c'était vraiment ici une association dans le scope, recoupait très très bien ce qui était porté par le biais de cette plainte. Pour revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, donc en ce qui concerne les événements extrêmes qui ont été identifiés comme étant attribués, donc qui ont été attribués au changement climatique, j'entends, et donc qui ont été ensuite mobilisés dans le cadre de la plainte, donc la tempête Alex, des événements de mousson extrêmes au Pakistan en 2022, donc des méga-feux en Grèce en 2021, des inondations en Europe du Nord. En 2021, donc un cyclone Idai en 2019 au Zimbabwe et plus globalement dans l'ensemble de l'Afrique australe, des méga-feux en Australie et, en 2019 et un typhon Ray donc en 2021. Donc, pour l'ensemble de ces événements, donc c'est des événements qui ont des conséquences humaines, matérielles absolument désastreuses. Un point qui peut être souligné au titre de la difficulté en ce qui concerne précisément les typologies des événements climatiques recherchés et identifiés. Donc, une des difficultés tient au fait que la science de l'attribution se positionne et est en mesure d'avoir des résultats différenciés selon les événements. J'entends par là qu'il y a des événements qui sont plus facilement attribuables que d'autres. Pour des raisons assez variées, notamment au fait que certains événements sont par nature multifactoriels, ou certains événements sont plus multifactoriels que d'autres, et donc le seul réchauffement climatique est un des facteurs qui a pu entraîner l'événement, mais d'autres événements, il y a des réactions en chaîne. Donc le lien direct à faire avec le réchauffement climatique est dans certains cas plus compliqué. Et une des difficultés qu'on a pu rencontrer, ou une des frustrations en tous les cas, c'est le fait que ce qui est le plus attribuable, le plus facilement attribuable, ça tient notamment aux canicules, qui est donc la conséquence directe du réchauffement climatique. Or, ici, on a des difficultés en matière de preuves pour les personnes victimes de ces épisodes caniculaires. Quand je dis difficulté en termes de preuves, c'est finalement voilà, comment constater effectivement que telle ou telle personne a été une victime de canicule. Donc on n'a pas de dégâts matériels nécessairement, on peut avoir des symptômes ensuite cliniques qui ne sont pas toujours identifiés, dont on n'a pas toujours de traces, et des symptômes cliniques qui sont voilà, assez diffus aussi.
Donc ça a été vraiment un des points de frustration, c'est que l'ensemble des scientifiques avec qui on a pu discuter nous disaient, mais en définitive, pour ces canicules, on est sûr, on est certain, il n'y a vraiment pas de doute. C'est vraiment scientifiquement ce qu'il y a de plus facile à démontrer et sur les choses sur lesquelles on a le plus à dire. Pour autant, sur le terrain juridique, pour les raisons que je viens d'évoquer, il y a voilà, une réelle difficulté à faire le lien et la mise en relation. Ce qui explique que, voilà, à ce stade, en tout cas, dans cette affaire, et je dis pas enfin, c'est absolument pas impossible, mais seulement dans les personnes avec qui on a pu échanger et qui ont pu participer à prendre part à cette action, on n'a pas identifié de personnes victimes de canicule pouvant être complainantes. Rapidement, je vois que le temps tourne aussi, donc pour avoir le temps aussi de prendre des questions. Simplement, un dernier point, un peu sortir du scope ici juridique, mais enfin, sur lequel, non pas j'insiste, mais que je mentionne simplement pour me mettre en perspective dans le cadre du travail fait par les ONG dans le cadre de ces actions, c'est la nécessaire médiatisation en réalité de ces cas. Donc on peut le regretter ou non, mais il y a effectivement cette nécessité de pouvoir en parler, de pouvoir le signifier, donc à un au niveau de la presse, au niveau de la société civile, au niveau également de la doctrine juridique, ce n'est pas exclu. Donc dans ce cadre-là, il y a différents outils qui sont mobilisés par les ONG que vous connaissez, donc je n'insiste pas davantage, mais évidemment une couverture presse, des mobilisations qui, ici, ont eu lieu, y compris à l'international, qui ont été portées donc, par l'ensemble des coplaignants qui qui se sont appropriés ce sujet, évidemment, et qui donc ont pu porter différentes manifestations dans leur pays d'origine. Voilà. Et des mobilisations ensuite qui ont continué avec les ONG, notamment pour ce cas précis, dans le cadre donc, l'Assemblée générale qui s'est tenue quelques jours après, le 24 mai, de Total, sur lequel il y aurait d'autres choses à dire, mais ici, on sort complètement du sujet. Voilà, je m'arrête là sur cette description. Il y aura